Le président togolais Faure Gnassingbé a été réélu ce dimanche soir pour un 4e mandat avec 72,36% des suffrages. Son principal rival, Agbeome Kodjo, obtient lui seulement 18,37%, tandis que le 3e candidat, Jean-Pierre Fabre, récolte 4,35% des voix. Au total, 7 candidats étaient en lice. Après l'annonce des résultats, le ministre de la fonction publique Gilbert Bawara, l'un des premiers soutiens du chef de l'État, a évoqué un score inédit pour le candidat du parti au pouvoir, Union pour la République. Faure Gnassingbé avait été élu avec un peu plus de 58% des voix il y a 5 ans. Le taux de participation est de 76,36%, bien plus élevé que les 60,99% enregistrés en 2015. C'est la première fois que des résultats sont annoncés aussi rapidement au Togo, à peine plus de 24 heures après le vote. Ces résultats seront transmis à la Cour constitutionnelle qui a 6 jours pour statuer et annoncer les résultats définitifs. Mais quelques heures avant l'annonce des résultats officiels, l'opposant Agbeome Kodjo, ancien Premier ministre, s'était quant à lui autoproclamé président démocratiquement élu. Il a d'ailleurs appelé ce lundi le peuple à défendre la vérité des urnes. Il faut dire que le vote s'est déroulé sans violence, mais la société civile dit avoir recensé des bourrages d'urnes et des inversions de résultats. En mai 2017, une colonne de miliciens chrétiens anti-Balaka a déferlé sur Bangoussa, petite cité somnolente du sud-est de la Centrafrique. Jusqu'alors relativement épargnée par la guerre civile qui ravageait le reste du pays depuis 2013, cette ville a été meurtrie par la mort d'au moins 72 civils musulmans et 12 casques bleus en quelques jours selon l'Organisation des Nations Unies. Les assaillants accusaient leurs victimes civiles de complicité avec la rébellion Séléka qui avait renversé le régime du président François Bozizé en 2013 et plongé la Centrafrique dans une spirale d'affrontements intercommunautaires. Dans ce massacre, 5 chefs de ces milices anti-Balaka ont été condamnés le 7 février dernier aux travaux forcés à perpétuité à Bangui pour crimes contre l'humanité. Un verdict historique dans un pays rompu à l'impunité. Depuis la signature d'accords de paix locaux en 2018, musulmans et chrétiens arpentent librement les rues. Mais à ce jour, seuls 145 déplacés ont pu regagner leur foyer. Le reste de la communauté musulmane, environ 2000 personnes, habitent toujours le petit séminaire en face de la cathédrale où ils avaient trouvé refuge en 2017 sous la protection des casques bleus de la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSMA, et subi un siège de plusieurs mois. Entassés dans ce camp de fortune sur une propriété de l'Église catholique, ces déplacés continuent d'alimenter les rumeurs les plus folles. Le verdict n'a pas dissipé les inquiétudes des uns et des autres. Dans la matinée du lundi 24 février 2020, une équipe de l'unité d'intervention de la police nationale a été victime d'une embuscade tendue par des individus armés non identifiés sur l'as Pisila-Jibga dans la province du San-Martinga, région du centre-nord, indique le communiqué. Suite à cette attaque, 4 personnes ont perdu la vie, dont 3 policiers, selon le test qui évoque également 5 blessés, sans dire s'il s'agit de policiers ou de civils. Le directeur général de la police a salué la détermination des unités engagées sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme et invité la population à une collaboration renforcée avec les forces de défense et de sécurité. Mardi dernier, 3 soldats ont été tués au cours d'une attaque terroriste contre un détachement militaire à Kelbo, localité située dans la province du Soum, dans le nord du pays. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait plus de 750 morts depuis 2015. Sous-équipées, les forces de l'ordre burkinabé n'arrivent pas à enrayer la spirale de violence. Les attaques terroristes associées aux affrontements intercommunautaires ont également contraint plus de 770 000 personnes à fuir leur foyer, dont plus de 20 000 élèves, selon les autorités burkinabées. Officiellement en Afrique du Sud, depuis vendredi dernier, pour des raisons médicales, Thomas Taban, âgé de 80 ans, a fait une apparition inattendue en début de matinée devant un tribunal de la capitale Maseru.
Il était accompagné de sa deuxième femme, Maïssa Taban, âgée de 42 ans, épousée 2 mois après la mort de la première et déjà inculpée de complicité du meurtre de sa rivale. À l'issue d'une brève audience, le dossier a été renvoyé devant la haute cour du Lesotho sans que le Premier ministre Taban ne soit formellement inculpé. Dans l'affaire Motobi et autres contre la couronne, à laquelle la Cour a été renvoyée, je trouve qu'il y a effectivement une question de droit substantiel qui est soulevée. La demande de renvoi de l'affaire devant la haute cour est accordée comme il a été demandé. Je rends maintenant le jugement. L'avocat de Thomas Taban a plaidé qu'il ne pouvait pas être inculpé tant qu'il dirigeait le gouvernement. La date de l'audience devant la haute cour n'a pas été annoncée. L'affaire déstabilise le sommet de ce pays depuis des mois. Sous la pression de l'opposition et de son propre parti, Thomas Taban a annoncé quelques jours plus tard qu'il allait démissionner d'ici juillet. Son départ inopiné à l'étranger a un temps poussé les autorités à envisager l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre. Sur le front politique, le principal parti d'opposition, le Congrès démocratique, a formellement déposé vendredi dernier devant le Parlement une motion de défiance contre le Premier ministre et son gouvernement. Si elle obtient une majorité des voix des parlementaires, il devra démissionner ou proposer au roi la démission du Parlement et l'organisation de nouvelles élections. Au lendemain de la victoire contestée du président sortant Faure Gnassingbé, reconduit pour un 4e mandat, l'opposition a appelé ce lundi les Togolais à défendre la vérité des urnes. Je lance un appel aux populations togolaises à se mobiliser pour manifester leur désapprobation face à cette mascarade électorale et à défendre leur suffrage, a déclaré Agbéo Mekodjo ce lundi après-midi lors d'une conférence de presse. Mais le pays était très calme, les partisans de l'opposition se disant résignés. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que ça fait un peu longtemps, ça m'a coûté. Je risque de perdre ma vie dans ça là. Donc pour cela, je me retire calmement. Depuis que moi j'ai commencé à voter dans ce pays là, hein, jusqu'à maintenant là, c'est une seule personne qui gagne. Quel jeu? Et toi seul tu gagnes toujours. C'est pas notre affaire. Actuellement là nous voulons ce changement. Ancien Premier ministre et outsider de l'opposition, Agbéo Mekodjo est arrivé 2e selon les résultats préliminaires de la commission électorale indépendante avec 18% des voix contre 72% pour le président sortant. Ces chiffres n'expriment pas la réalité des suffrages exprimés par le peuple togolais. C'est en raison de ce constat que nous rejetons avec véhémence ces chiffres. J'utiliserai tous les moyens légaux pour rentrer en possession du pouvoir que le peuple m'a confié. La délégation de la CEDEAO menée par l'ancien président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a estimé ce lundi après-midi que le processus électoral ayant conduit au scrutin du 22 février s'était déroulé sans incident majeur. La mission de l'Union africaine a félicité de son côté le peuple, le gouvernement, les acteurs politiques et l'ensemble des parties prenantes pour la bonne tenue du scrutin. La plus haute juridiction du pays a annoncé que le scrutin devrait être organisé à nouveau dans la circonscription du Lebialem, l'un des points chauds des affrontements entre l'armée et les rebelles sécessionnistes dans la région du sud-ouest et dans 10 circonscriptions du nord-ouest, la seconde des régions anglophones qui est la plus touchée par ce conflit. Les combats entre militaires et groupes armés indépendantistes anglophones, mais aussi les exactions et crimes commis par les deux camps selon les ONG internationales ont fait plus de 3000 morts en 3 ans dans le nord-ouest et le sud-ouest où vit l'essentiel de la minorité anglophone camerounaise. Là, les séparatistes armés avaient appelé les gens à ne pas aller voter le 9 février pour les législatives et les municipales et menacé ceux qui le feraient. Le scrutin s'est déroulé dans le calme dans tout le pays à l'exception d'un incident dans le nord-ouest. L'un des deux principaux partis de l'opposition à Paul Biya avait appelé au boycott. La participation a été faible dans tout le pays selon l'Union africaine, mais tout particulièrement dans les zones anglophones. Ni les résultats officiels, ni le taux de participation n'ont été rendus publics à ce jour. La date du nouveau scrutin dans les circonscriptions où le Conseil constitutionnel a annulé le vote n'a pas été rendu public, pas plus que les raisons de sa décision.
L'opposant Agbeyome Kodjo, arrivé à la seconde place de l'élection présidentielle du 22 février dernier au Togo, a annoncé ce mercredi avoir déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre, qui dénonce de faux résultats et une mascarade électorale, a obtenu 18,37% des voix contre 72,36% pour le président sortant Faure Gnassingbé selon les résultats préliminaires officiels. Le candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement s'est toutefois auto-déclaré président de la République togolaise quelques heures avant la proclamation des résultats de la Commission électorale nationale indépendante, dénonçant de graves irrégularités. Agbeyome Kodjo a plusieurs fois appelé les Togolais à se mobiliser pour manifester leur désapprobation face à cette mascarade électorale et à défendre leur suffrage, mais son appel n'a pas eu d'écho. Dans une déclaration lue lundi dernier lors d'une conférence de presse, les observateurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont exhorté les candidats à respecter les résultats issus des urnes et proclamés par les institutions et à recourir, si besoin, aux voies légales. L'Union africaine a également appelé le peuple togolais à continuer d'œuvrer pour préserver la paix, la stabilité afin de consolider la démocratie et l'état de droit. De son côté, Faure Gnassingbé Gnassingbé a fêté lundi dernier sa victoire avec ses partisans, mais il n'a pas fait de discours à la nation. En ce moment où le monde entier est en ébullition, que fait la résistance démocratique? Eh bien, après l'épreuve, elle fait son bilan, son débriefing, se débarrasse de ses maillons faibles pour savoir sur qui compter dans quel domaine. Elle assiste sans surprise à l'habituelle balai ou bousculade des transhumants vers la soupe et prépare calmement sa riposte. Pour l'heure, le chantre du mandat unique prépare de son côté, devinez quoi, sa réélection après la déculottée des législatives. Car les élections locales sont devenues l'un des viviers des parrainages à l'élection présidentielle, d'après l'évangile selon Vlavonou. Il lui faut, selon sa doctrine, affaiblir les partis et les avoir à sa solde. Aussi, l'article 184 du Code électoral dispose-t-il, comme par hasard, que seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l'attribution des sièges. Or, le premier principe de la décentralisation veut qu'il faut régler les problèmes là où ils se posent. Mais personne n'est dupe. Il faut donc garder son calme.